préparation, la psychanalyse suisse s'est inspirée de la pensée orientale, et vous terminez comment être sûr que ce moi auquel nous tenons tant n'est pas un usurpateur de notre véritable être originel. Alors je me suis amusé à imaginer ce repas de Freud, puisque si on parle de psychanalyse suisse, on est obligé de parler de psychanalyse freudienne, l'école de Zurich, l'école de Vienne, où en 1912 ou 1913, Jung rencontre Freud et lui dit, tu sais, Sigmund, en réalité, le classement traumatique de l'hystérie a une origine certes presque toujours sexuelle, mais pas que. Et il lui dit, tu sais, l'importance de l'Oedipe dans la construction de la singularité de chacun, etc., a une importance, mais toute relative. À cela s'ajoute un phénomène de synchronicité, il entend du bruit. Imaginons à ce moment-là, il entend du bruit. La synchronicité, c'est quand on prend deux éléments qui n'ont pas de cause et qui font sens pour soi-même. Il entend du bruit, il dit à Freud, mettons, c'est gravement, parce qu'il ne dit pas encore, c'est les arrivants, puisqu'il n'a pas encore traité des soucoupes volantes. Et un esprit frappeur, je crois. Oui, un esprit frappeur. Donc il n'a pas encore traité des soucoupes volantes. Donc, bon, et Freud lui dit, tu déconnes, Karl, c'est le bahut qui remue. Bon. Alors, après, quand Sigmund Freud était quand même un alibi arien, il faut dire, il faut retracer quand même, était un alibi arien. Tu veux dire Jung, oui. Jung, arien pour arien pour Freud, etc. Bon, forcément qu'il est tombé dans le Caravansi-là, au sens que Freud développait des points de vue qui étaient aux antipodes de ce que le père contestait, des points de vue, le dogme du sexe, aux antipodes de ce que Freud avait préconisé, en quelque sorte. Donc, de là, il a élaboré également d'autres formes psychanalytiques où il avait beaucoup de patients, d'ailleurs, parce qu'il y a moins de références à la sexualité, les gens s'exprimaient peut-être plus librement, c'est plus facile, etc. Et que ce n'était pas la même population. Et alors, si on pense que la psychanalyse, d'un point de vue externe, est l'analyse des phénomènes psychiques, tout est concevable. Jung est concevable. Alors, j'ai relu un petit peu ce qu'était l'individuation. L'individuation, donc, c'est s'extirper de ses propres passions. Dans la création du soi, il me semble que Jung met le moi au bord du vide, c'est un point de vue personnel, mais le moi au bord d'une espèce de vide, et que de là, il est obligé d'investir d'autres champs pour remplir ce vide. Et je note donc qu'il développe le moi, le conscient, l'inconscient personnel, l'inconscient collectif, et enfin l'inconscient qu'on ne peut pas atteindre, archaïque, qui serait la nature de la relation, etc. De là, il développe l'ésotérisme, il investit des champs nouveaux tels que l'ésotérisme, l'alchimie, la psychologie d'avant les psychologues. Il va jusqu'à dire que en réalité, la transformation de l'or en plomb est une donnée fondamentale de la métamorphose psychique de l'évolution de l'homme. Et il va parler aussi des soucoupes volantes, etc. Tout ça est extrêmement intéressant, est extrêmement intéressant au regard de l'intérêt externe qu'on peut avoir la psychanalyse. Et je ne suis pas un défenseur stricto sensu de Freud. Claude-Henri Miller est le défendeur de Lacan, qui lui-même est le défendeur de Freud, qui extirpe ce qu'il y a de freudien dans le freudisme. Enfin, je ne vais pas vous faire tout un truc. Alors oui, alors après ce repas, Freud, qu'est-ce qu'il faisait de la sublimation? On était à la première topique. Qu'est-ce qu'il faisait de la sublimation? Il ne savait pas qu'en foutre, Freud, de la sublimation. Quand Jung lui annonça la sublimation, c'est en définitive l'énergie psychique d'origine sexuelle qui est portée sur un objet dérivé non sexuel et valorisant. Et ensuite, dans la deuxième topique, il va y mettre une notion d'agressivité dans une note à Marie Bonaparte. Bon, alors, il ne reste rien, en fait, du divorce de Jung et Freud. Et en considération externe, il est tout à fait admissible qu'on ait une considération de la psychanalyse de Jung et une considération de la psychanalyse de Freud, et toutes les différentes chapelles. Alors, je terminerai parce que comment être sûr de soi, que ce moi auquel nous tenons tant n'est pas un usurpateur de notre véritable être originel. Alors j'ai relu
Elisabeth Rudin a dit qu'elle était un piètre psychanalyste, mais qu'elle est un excellent historiographe de la psychanalyse. Je n'ai pas retenu les notes de Karl Abraham, qui oukase Freud, mais qui invalide un peu son point de vue tant il nourrit d'acrimonie à son égard. Et je prends les dernières phrases de ce séminaire de Louvain, etc., de Lacan, qui vous donnera une idée précise de ce que j'ai de la psychanalyse. Et ensuite, on pourra parler des considérations de la psychanalyse d'un point de vue externe. Lacan dit « La psychanalyse n'est ni une science », elle dit comme Yankelevitch à propos de la philosophie, « La psychanalyse n'est ni une science, ni une philosophie, mais une pratique. Elle est obérée de tout enjeu moral. C'est un jeu intersubjectif entre l'analysant et l'analyste, à travers lequel la vérité entre dans le réel, cette vérité qui est dans l'imaginaire. Freud disait que la sexualité, pour l'animal parlant qui s'appelle l'homme, est sans remède et sans espoir. Une des tâches de l'analyste est de trouver dans la parole de l'analysant le rapport entre l'angoisse, le sexe, ce grand inconnu. Voilà. Pour moi, je voulais faire ce que je voulais expliquer avec un apaisement profond, etc. Bon, et un sourire à l'égard des thèses de Jung, d'ailleurs. Un sourire parfois amusé à l'égard des thèses de Jung. C'est que on a deux points de vue sur la psychanalyse, enfin, deux positionnements par rapport à la psychanalyse. Un point de vue de la considération de l'étude des phénomènes psychiques inconnus. Et là, tout est discutable, etc. Et ensuite de la psychanalyse telle qu'elle est, une pratique. Et là, je pense que je suis d'inspiration freudienne pour le coup, mais tout est discutable et ce n'est pas l'objet de la discussion. Mais en définitive, la psychanalyse, elle ne dit pas qu'est-ce qui est bien et mal, etc. Le pape dit, Wojtyła, qui était un agrégé de philosophie, disait ce qui était le bien et le mal, je parle avant qu'il soit pape, disait ce qui selon lui était le bien et le mal, etc. Le pape a un point de vue moral, une suggestion morale. Le législateur a un point de vue moral de définition du bien et du mal. La psychanalyse n'en a pas. Or, Yves, vous avez développé un point de vue particulièrement moral et humaniste. Ah oui, c'est celui de Confucius. Bon, mais ce point de vue moral et humaniste a peu rapport avec la psychanalyse moderne. Bon, On est bien d'accord. Jean-Luc, bon, tu as développé quand même des préceptes moraux à travers la psychanalyse. Or, il n'y en a pas, je veux dire. À mon avis, il n'y en a pas. Alors, bien sûr, chez Jung, il me semble un peu quand même. Bien sûr, Parce que chez Freud. bien sûr. Chez Freud, je suis d'accord. Mutatis mutandis, c'est-à-dire que je pense que les rituels de la psychanalyse peuvent évoluer en fonction du monde moderne. On parle souvent. Moi j'ai des amis psychanalystes, docteurs psychiatres, psychanalystes, qui sont tous d'inspiration freudienne. Je ne les ai pas choisis. Enfin, ils sont des amis, mais je veux dire, c'est le plus pur hasard, etc. Et le positionnement allongé n'est plus du tout considéré comme un rituel obligatoire. Le point de session n'est plus considéré comme un rituel obligatoire. Pour terminer sur une note un peu de rôle, je discutais avec le docteur Mion, qui est chef de clinique à Garches, et sur le fait de s'allonger ou pas, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de patients, etc. Alors il dit d'abord qu'il demande s'il faut s'allonger ou pas, et puis que l'allongement n'est demandé que par le patient, et qu'il n'y a pas une position transcendantale de l'un par rapport à l'autre. C'est qu'à compter du moment où le psychanalyste est considéré par l'analysant comme une instance vraiment neutre, que la parole se fait, etc. Et il me disait que la plupart des femmes qu'il avait rencontrées qui se posaient la question à connotation forte, dois-je m'allonger ou pas, la question réelle qu'elle se posait, c'était dois-je enlever mes chaussures, dois-je enlever mes chaussures ou non avant de m'allonger. Ce qui était quand même assez curieux pour celui qui ne fréquente pas la psychanalyse. Voilà. On met les patins, sinon. Merci en tout cas pour le rappel et effectivement sur la psychanalyse.